Parfois, le retour d'une personne que l'on croyait perdue ne dissipe pas les ombres. Il les déplace. Ce soir, je vais vous parler d'une veuve dont l'absence n'était pas un simple silence, mais un rempart contre des vérités dangereuses. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire. Entrons dans le mystère. J'avais quitté, ce matin-là, le calme poli de St. Mary Mead, laissant derrière moi les haies bien taillées et les potins mesurés qui s'y échangent à voix basse. Londres s'ouvrait devant moi, avec un mélange d'ardeur et d'indifférence, comme si chacun y poursuivait une course invisible, étrangère au regard des autres. Mon amie Lucie m'attendait à la gare, avec l'élégance simple de ceux qui vivent dans la ville depuis assez longtemps pour en ignorer le tumulte. Je fus frappé par ce contraste, la foule pressée, le grondement sourd des omnibus, et en contrepoint, la retenue feutrée des salons privés, où elle m'emmena presque aussitôt. Pourtant, même dans cette agitation urbaine, les gestes, les inflexions, les regards échangés avaient la même nature que ceux de mon petit village. Il me sembla que, si l'on observait assez longtemps, Londres révélait ses secrets comme n'importe quel lieu, seulement, ils étaient plus habillés de silence. Lucie avait choisi de m'emmener prendre le thé aux Claridge's. Dès que nous franchîmes le seuil, un calme raffiné nous enveloppait, comme si le monde extérieur n'avait jamais existé. Les tables, soigneusement espacées, abritèrent des conversations qui semblaient nous flotter au-dessus des tasses de porcelaine. Je me laissai porter par l'observation silencieuse de ce théâtre discret. Une dame, gantée de blanc, hochant la tête d'un air approbateur. Un couple âgé échangeant des propos sans éclat, chacun semblant écouter davantage la rumeur ambiante que son interlocuteur. J'avais appris, au fil des années, à lire dans ces petites scènes comme dans un livre ouvert. Sous les sourires figés, je devinais les rancunes anciennes, les alliances prudentes, les aveux différés. Rien de plus fascinant, me dis-je, que cette politesse mondaine qui dissimule plus qu'elle ne révèle. Ce lieu avait l'élégance d'un écrin, mais aussi le secret d'un coffre fermé. C'est alors que mon attention se fixa sur une table proche, où se tenait une femme vêtue d'un noir impeccable. Son allure n'était pas celle d'un deuil récent, mais plutôt l'expression d'une habitude, comme si elle avait choisi cette couleur pour affirmer une réserve volontaire. Face à elle, un homme plus jeune, élégant mais visiblement moins assuré, se penchait pour lui parler à voix basse. Leurs mots, indistincts, se noyaient dans le murmure général, mais leurs mains parlaient pour eux. Un mouvement soudain, un doigt crispé sur la tasse, un léger recul, comme pour reprendre contenance. Il y avait entre eux quelque chose de contenu, peut-être une tension, peut-être une entente interdite. Je ne pouvais le dire encore, mais j'avais appris à reconnaître ce fil invisible qui relie deux êtres et que seule une rupture ou un secret peut rendre ainsi perceptible. Alors que l'homme s'exprimait avec plus d'insistance, la veuve glissa sa main vers son sac, posé sur ses genoux. Le geste fut bref, presque imperceptible, mais suffisamment net pour que je le retienne. Elle serra la lanière comme on s'agrippe à quelque chose de vital, ses doigts les blanchissant légèrement sous la pression. Ce n'était pas le geste distrait d'une dame protégeant ses effets personnels dans un lieu public, mais celui d'une personne consciente que l'objet contenait plus que des accessoires ordinaires. Je détournai les yeux, feignant de m'intéresser à ma tasse, mais ma mémoire enregistra ce détail avec la précision que seule l'habitude donne. On ne sait jamais quel fil, si mince soit-il, reliera un jour ce genre de geste à une vérité plus vaste. Le soir même, dans le salon de l'appartement de Lucie, alors que nous évoquions les personnes croisées dans la journée,
elle mentionna avec légèreté que la veuve de Gloucester, ainsi la nommait-on dans leur cercle, devait assister à un thé caritatif le lendemain. Ce n'était qu'une remarque, en passant, dite avec l'innocence de ceux qui rapportent une habitude plutôt qu'un fait. Mais je notai le ton familier avec lequel elle parlait de cette dame, comme si sa présence était presque une institution. Je n'en fis aucun commentaire. Certaines informations gagnent à être laissées reposer. Le lendemain, au lieu dit, la chaise réservée à la veuve resta vide. Les conversations se poursuivirent, mais un léger flottement parcourut la salle, comme une page tournée trop brusquement. Quelques habitués échangèrent des regards, ou perçaient une interrogation muette. L'un d'eux, que je savais prompt aux hypothèses, se pencha vers sa voisine. Elle haussa les épaules avec cette expression de réserve qui en dit plus qu'un long discours. Lucie, elle, ne fit aucun commentaire, mais je remarquai qu'elle observait la porte à intervalles réguliers. Pour ma part, je sentis s'installer en moi une légère tension, semblable à celle qui précède l'orage. Ce n'était pas l'absence en elle-même qui m'intriguait. Londres offre 1000 raisons de manquer à un engagement, mais la dissonance subtile entre l'habitude bien établie de cette femme et ce silence soudain. C'est souvent dans ces infimes décalages que commence le véritable mystère. Le lendemain de cette absence remarquée, alors que nous prenions le petit déjeuner chez Lucie, elle fit, entre 2 gorgées de thé, une remarque qui me fit lever les yeux. « Tenez, cela me revient. La veuve de Gloucester. Vous ne l'avez pas revue depuis samedi, n'est-ce pas ?» Le ton se voulait léger, mais je perçus, sous l'apparente indifférence, une nuance de surprise. Dans ce cercle, où chacun semblait connaître les habitudes des autres, une absence prolongée ne passait jamais totalement inaperçue. Je ne répondis pas immédiatement, laissant cette information se déposer dans mon esprit. L'image de la femme en noir, serrant son sac, revint avec netteté. Ce genre de détail, lorsqu'il resurgit ainsi, est rarement fortuit. Plus tard dans la matinée, Lucie, qui avait toujours un talent certain pour obtenir des confidences, rapporta ce que lui avait confié la gouvernante d'un hôtel voisin. Il paraît que l'appartement qu'elle occupait est resté vide depuis plusieurs jours, me dit-elle. Le courrier s'entasse dans le vestibule. Personne ne vient le relever. Ce genre de renseignements, provenant de la domesticité, avait sa valeur. Les domestiques voient et entendent beaucoup plus qu'ils ne le disent, et ce qu'ils révèlent, même sous forme de commérage, possède souvent une part de vérité. Je notais mentalement le détail du courrier. Une absence volontaire laisse souvent des instructions, mais le courrier qui s'accumule parle d'un départ précipité, ou d'un départ qui n'en est pas un. Dans les salons et les couloirs feutrés, l'absence de la veuve devint un sujet de conversation presque ludique. On évoquait ses habitudes, ses tenues, ses relations mondaines, mais sans qu'aucune inquiétude sincère ne perce. « Elle est peut-être partie à la campagne », souffla l'une. « Ou en voyage », suggéra une autre, avec ce petit sourire entendu qui invite aux suppositions. Je savais, par expérience, que l'indifférence collective pouvait être plus dangereuse qu'un émoi général. Elle permettait à un silence de s'installer, et dans ce silence, bien des choses pouvaient se perdre. Lucie, par discrétion ou par simple curiosité, avait laissé entendre à un agent de police qu'une connaissance avait disparu. La réponse fut brève. Aucune alerte signalée, et rien d'inhabituel pour une dame de fortune, susceptible de voyager sans prévenir. Cette réponse ne me surprit guère. Les disparitions mondaines ne déclenchent pas le même zèle que celles des gens sans ressources. Et puis, il faut le reconnaître, une absence, même prolongée, ne prouve rien. Pourtant,
Je savais que l'inaction, dans les premières heures, laisse souvent au mystère le temps de se solidifier. En repensant à notre entretien avec la gouvernante, un détail me revint. Elle avait affirmé avoir vu la veuve partir avec ses bagages un matin, mais avait aussi précisé qu'elle ne sortait presque jamais avant 11 heures. Si les deux affirmations étaient vraies, comment pouvait-elle avoir la certitude de ce départ, sinon par « oui dire ». Je me surpris à rejouer mentalement la scène. Les mots avaient été dits avec assurance, mais sans la précision qui caractérise un témoin direct. Ce n'était pas ce qu'elle avait dit qui m'importait, mais la façon dont elle l'avait dit. Cela ne prouvait rien, bien sûr, mais cela suffisait à me convaincre qu'un élément avait été travesti, volontairement ou non. Je ne fis aucun commentaire à Lucy, mais un fil, presque invisible, venait de se tendre dans mon esprit. Ce n'était encore qu'une sensation diffuse, comme un parfum que l'on croit reconnaître sans pouvoir en nommer la source. Pourtant, je savais que ce doute, si ténu soit-il, ne me quitterait plus tant que je n'en aurais pas trouvé l'origine. L'après-midi était d'une douceur trompeuse, le genre de temps qui pousse à la flânerie. Je me laissais guider par mes pas le long des rues de Kensington, où les vitrines semblaient rivaliser de coquetterie. Une boutique de chapeaux attira mon attention, et je décidai d'y entrer, davantage par curiosité que par nécessité. L'atmosphère y était saturée de ce parfum subtil des lieux où l'on échange bien plus que des biens, des sourires mesurés, des politesses de façade, et dans les interstices, des confidences chuchotées. Les vendeuses se déplaçaient avec cette élégance appliquée qui donne à l'endroit un air de théâtre mondain. À ma gauche, 2 clientes, absorbées par l'essayage de chapeaux ornés de plumes légères, parlaient à voix basse, croyant sans doute leur conversation à l'abri des oreilles. J'entendis le nom de la veuve de Gloucester, suivi d'un murmure sur des dettes de jeu contractées, disait-on, dans un cercle privé. Une autre allusion, plus insidieuse, évoquait des compagnies masculines, peu recommandables. Enfin, un mot glissa, presque malgré elle, un héritage retardé, source d'agacement pour certains. Je ne pris pas la peine de chercher à savoir si ces propos étaient fondés. Dans mon expérience, ce qui importe n'est pas tant la vérité des faits que la manière dont ils sont racontés et répétés. Cela seul en dit long sur les relations entre ceux qui parlent et celles dont ils parlent. Les phrases des 2 femmes se tissaient de suppositions et d'exagérations, chaque affirmation étant adoucie par un « il paraît » ou « vous savez bien comment elle est ». Les mots, choisis avec soin, semblaient calibrés pour égratigner, tout en laissant une marge de dénégation. Je reconnus cette manière de nuancer qui n'adoucit rien, mais protège celui qui parle. Les histoires se contredisaient parfois, mais toujours avec cette certitude tranquille, propre au cercle, où l'on préfère juger que vérifier. Je demeurai silencieuse, me contentant d'un sourire aimable lorsqu'elle m'adressait un mot, mais j'enregistrais mentalement chaque détail. Un prénom lâché trop vite, une date vaguement précisée, un lieu mentionné avec assurance. Mais ce que je notais avec le plus d'intérêt fut ce qu'elle ne disait pas. Certaines relations de la veuve n'étaient jamais nommées. Certaines périodes de sa vie restaient dans l'ombre. L'omission volontaire est souvent plus révélatrice que l'aveu. Au moment de quitter la boutique, je fus abordé par une vieille connaissance rencontrée par hasard. D'un ton confidentiel, elle me confia avoir vu, 2 jours plus tôt, la veuve monter dans une voiture noire près de Hyde Park. Ce détail n'aurait pas retenu mon attention si l'heure qu'elle mentionna n'avait pas contredit celle donnée par un autre témoin, entendu la veille, qui affirmait l'avoir vue ailleurs,
à ce moment-là. Les récits ne s'accordèrent pas, et ce genre de dissonance, je le savais, méritait qu'on s'y arrête. Je poursuivis mon chemin, l'esprit déjà occupé par cette contradiction. L'endroit et l'heure suggéraient autre chose qu'une promenade ordinaire. Peut-être un rendez-vous, discret par nécessité, que l'on préférait dissimuler derrière des histoires anodines. Les bavardages mondains, sous leur dehors frivole, laissaient parfois filtrer de minuscules éclats de vérité. Encore fallait-il savoir les reconnaître. Il se présenta chez Lucie un après-midi, annoncé avec toute la courtoisie requise. Dès le premier instant, je notais la précision de ses gestes, la retenue étudiée de sa voix. Il ne s'assit qu'après y avoir été invité 2 fois, et chaque phrase semblait peser. Ce raffinement n'était pas dépourvu d'un certain charme, mais il manquait de naturel. Les personnes sincères se trahissent parfois par leur maladresse. Celles qui ont quelque chose à cacher se trahissent par un excès de contrôle. Derrière ce vernis impeccable, je perçus un empressement qu'il tentait de dissimuler. À demi-mot, il évoqua la nécessité de régler rapidement les affaires de sa tante, parlant déjà de démarches entamées pour faciliter la succession. Les mots étaient choisis avec prudence, mais la hâte transparaissait dans le rythme de ses phrases. Je savais reconnaître cette impatience, non pas celle du deuil, mais celle d'un homme qui attend quelque chose de concret. Puis, presque comme une digression, il mentionna un ancien ami de sa tante, laissant entendre que cet homme avait pu jouer un rôle dans sa disparition. Le ton se voulait détaché, mais la suggestion était claire, trop claire, peut-être. Les insinuations glissées comme par inadvertance sont souvent celles que l'on prépare le plus soigneusement. Je ne relevais pas, préférant laisser cette affirmation flotter entre nous, pour mieux en observer l'effet ultérieur. Je l'écoutais développer son récit. Il n'y avait pas d'hésitation dans sa voix, pas de recherche de souvenirs, mais une fluidité presque mécanique. C'était le discours d'un homme qui a répété ses phrases, qui sait ce qu'il veut que l'on retienne. Les regards, furtifs, qu'il jetait vers Lucie, me confirmèrent cette impression. Il cherchait un soutien implicite ou une approbation muette. La sincérité, elle, se reconnaît au désordre léger que la mémoire impose. Ici, tout était trop ordonné. Je décidai d'éclaircir ce point. L'homme en question m'accueillit avec politesse, mais je perçus dans son maintien une légère réserve, comme s'il s'attendait à être jugé. Il affirma n'avoir pas vu la veuve depuis plusieurs mois, parlant d'elle avec une mélancolie sincère. Sa voix ne portait pas la note forcée du mensonge, mais il y avait, dans ses silences, quelque chose qui invitait à douter. Les absences dans un récit en disant souvent plus que les phrases complètes. Alors qu'il me montrait quelques souvenirs de leur ancienne amitié, mon regard se fixa sur un objet posé nonchalamment, un bijou que j'avais vu la veuve porter le jour même de sa disparition. Je n'en fis pas mention, mais l'information s'inscrivit aussitôt dans mon esprit, nette et précise. Cette contradiction était trop flagrante pour être le fruit du hasard. Elle n'apportait pas de réponse, mais ajoutait une couche de complexité à un mystère qui, jusque-là, se contentait de murmurer. Ce fut un client de l'hôtel, un homme d'un certain âge que j'avais déjà croisé au salon de lecture, qui m'apprit la chose. Il avait, la veille, pris un taxi pour se rendre à un déjeuner, et en descendant, avait remarqué sur la banquette un portefeuille féminin, manifestement oublié. La matière en était fine, la couleur sobre, et l'objet dégageait ce parfum discret que seules certaines affaires personnelles semblent conserver. Il m'avoua l'avoir remis à la réception, mais son récit éveilla immédiatement mon intérêt. Les objets perdus ont, bien souvent, l'art de se trouver là
où il ne devrait pas être. Avec la bénédiction discrète de Lucy, je pus examiner le portefeuille à l'abri des regards indiscrets. L'intérieur me surprit par sa pauvreté apparente. Quelques billets soigneusement pliés, un peigne d'écaille, et rien qui puisse m'identifier formellement la propriétaire. Pas de papiers officiels, pas même une carte de visite ou un billet mondain. L'ensemble donnait l'impression d'un vide organisé. L'absence d'indices parlait presque autant que leur présence. Ce n'était pas le désordre d'un oubli ordinaire, mais celui d'une sélection méthodique. En replaçant les objets un à un, je ne pus m'empêcher de songer que ce portefeuille avait été préparé. On avait laissé juste assez pour qu'il paraisse appartenir à une femme de milieu aisé. Mais on avait ôté tout ce qui aurait pu permettre de remonter directement jusqu'à elle. Il est rare qu'un oubli soit si soigneusement orchestré. Ce détail renforça ma conviction que l'abandon de l'objet était intentionnel, et qu'il s'agissait moins d'une perte que d'un message voilé. En glissant ma main dans la poche intérieure, je découvris un document plié, un billet de bateau, à destination de Dieppe, daté du lendemain de la disparition de la veuve. Ce papier, contrairement au reste, portait un nom, illisible dans sa partie principale, à cause d'une tache d'encre. Le hasard m'a rarement semblé pur. Le choix de Dieppe n'était pas innocent. Un port de passage, discret, à portée rapide de la capitale. Je sentis que cet élément, même incomplet, allait orienter mes pensées vers une piste nouvelle. Le nom de Dieppe résonna dans mon esprit, avec la clarté d'un signal. Je connaissais trop bien la fonction double d'un port, porte ouverte vers ailleurs, mais aussi lieu idéal pour brouiller les cartes. Un billet acheté n'implique pas toujours un voyage, et un voyage annoncé peut très bien n'avoir jamais été entrepris. Le lien avec la disparition était trop net pour n'être qu'une coïncidence. Restait à savoir si l'on voulait me faire croire à cette piste, ou m'en détourner. Quelques vérifications discrètes confirmèrent mes soupçons. Le billet n'avait pas été utilisé, aucun embarquement enregistré, aucun témoin de la présence de la veuve à l'embarcadère. Cette absence de traces rendait l'objet plus suspect encore. Si l'on voulait créer une fausse piste, c'était là un stratagème presque parfait, assez concret pour être crédible, assez incomplet pour ne jamais mener à rien. Mais les mensonges, même bien construits, finissent toujours par révéler la forme exacte du secret qu'ils prétendent masquer. L'après-midi avait cette lumière apaisante qui incite à marcher sans but précis. Je longeais la Tamise, observant les péniches amarrées, les rares passants, et ces quais déserts où résonnent des bruits assourdis. Il y avait dans l'air une odeur d'eau et de bois humide, familière et immuable. Les lieux portuaires, même les plus modestes, me donnèrent toujours l'impression d'être des seuils, entre ce qui reste et ce qui part. Les gestes des hommes, au loin, semblaient me régler par une routine ancienne, indifférente aux curiosités d'une étrangère. Mon attention fut attirée par un bâtiment de briques sombres, massif, dont la façade portait les traces d'un passé actif. Les lettres effacées d'une enseigne ancienne restaient illisibles, comme un nom qu'on ne veut plus prononcer. J'hésitais avant de m'en approcher. Les vieilles structures ont cette façon particulière de retenir l'écho des histoires qui s'y sont jouées, et celle-ci semblait garder ses secrets derrière un silence plus épais que la poussière. Pourtant, quelque chose, peut-être une intuition, m'incita à franchir le seuil. À l'intérieur, un employé, vêtu simplement et marqué par des années de labeur, leva la tête à mon entrée. Lorsque j'évoquai, avec précaution, la description de la veuve disparue, ses traits se figèrent un instant avant de s'animer. Contre toute attente, il se montra loquace,
comme si parler de cette femme lui permettait de briser un poids qu'il portait. Ses phrases étaient ponctuées de petites pauses, signe d'un esprit qui cherche encore la justesse de ses souvenirs. Il se rappela qu'elle avait demandé, avec une insistance inhabituelle, à rencontrer un certain monsieur Craven. Le nom avait été répété 2 fois, comme pour s'assurer qu'il resterait bien dans l'oreille de l'interlocuteur. Tout en parlant, l'employé précisa que la dame paraissait nerveuse, jetant de fréquents regards vers l'extérieur, comme si elle craignait d'être suivie. Ce détail, livré presque machinalement, éveilla en moi une série de questions qui, pour l'instant, restaient sans réponse. Alors qu'il poursuivait son récit, je perçus dans son ton une hésitation nouvelle. Sa voix, d'abord assurée, se fit plus basse, presque sur la défensive. Ses yeux, souvent, se portaient vers la porte d'entrée, comme pour vérifier qu'aucune oreille indésirable ne s'approchait. Ce n'était pas seulement la crainte d'en dire trop, mais aussi celle d'être vu en train de parler. Je savais que cette peur-là ne s'invente pas. Je m'apprêtais à formuler une question plus précise, espérant obtenir un détail qui relierait enfin cet entrepôt à la disparition. Mais, au moment où je relevais les yeux, il n'était plus là. La chaise vide oscillait encore légèrement, et un silence dense, presque palpable, emplissait l'air. Je restais immobile, consciente que ce départ soudain n'était pas le fruit du hasard. Il y a, dans les disparitions silencieuses, une intention claire, emporter la vérité avant qu'elle ne franchisse les lèvres. Je le retrouvai par hasard dans le hall feutré de l'hôtel, et il me sembla naturel de m'approcher. Je lui parlais du temps, des menus détails, qui ne prêtent à aucune polémique, tout en orientant doucement la conversation vers des sujets plus proches de ses préoccupations. Les échanges mondains ont ceci de particulier qu'ils offrent un voile commode. On y glisse des questions comme on pose une carte sur une table, en observant la réaction de celui qui la voit. Je fis mine de m'intéresser à ses activités, à sa vie, à Londres, et laissai traîner, presque innocemment, le nom de sa tante. Il répondit avec politesse, mais lorsque je fis remarquer, d'un ton détaché, que certaines habitudes sont difficiles à changer à un certain âge, je perçus un tressaillement presque imperceptible. Ses yeux s'écartèrent, légèrement, comme s'il venait de comprendre que je savais plus qu'il ne l'aurait souhaité. Ce n'était pas tant la phrase elle-même qui avait produit cet effet, mais la façon dont elle faisait écho à quelque chose qu'il pensait enfoui. La surprise n'est jamais totale chez les menteurs. Elle se traduit par ces infimes dérèglements du visage. À partir de cet instant, son discours perdit un peu de sa fluidité. Les phrases s'allongeaient, s'interrompaient, puis reprenaient, comme pour regagner l'assurance perdue. Ses mains, jusqu'ici immobiles, trahirent une agitation mesurée. Un mouvement de manche, un bouton vérifié, un geste inutile vers la poche. J'avais vu ce trouble bien des fois, la conscience aiguë que l'on est observé, pesé, et que chaque mot peut être un pas vers une vérité que l'on souhaite éviter. Il finit par lâcher, presque avec soulagement, que sa tante avait évoqué l'idée de changer son testament. Le ton qu'il employa pour dire ces mots oscillait entre la résignation et l'amertume. Il précisa que cette décision n'avait rien de certain, mais je compris qu'il mesurait parfaitement l'impact qu'elle aurait eu sur lui. Ce n'était pas un aveu complet, mais une ouverture calculée, comme on entr'ouvre une porte pour jauger ce que l'on laisse voir. Je l'écoutais en silence, laissant mes pensées se former derrière un visage impassible. L'argent, dans les affaires de famille, a ce pouvoir singulier de transformer les liens les plus solides en terrain instable. Ici, le mobile matériel s'imposait avec trop d'évidence pour que je l'écarte, mais sa franchise partielle me poussait à croire qu'il y avait plus encore. Une peur ou une urgence
qui dépassait la simple perte d'un héritage. Ce genre de tension ne naît pas uniquement de la pâte du gain. Avant de nous séparer, une remarque anodine de sa part attira mon attention. Il laissa entendre qu'une autre personne suivait de près les affaires juridiques de sa tante. Le nom ne fut pas prononcé, mais le ton trahissait un mélange de mépris et de prudence. Je sus alors qu'il ne parlait pas seulement pour lui-même, mais aussi pour écarter un rival potentiel. En quittant le hall, je sentis que cette présence discrète, mais tout aussi motivée, constituait un fil à suivre, peut-être plus dangereux que le neveu lui-même. Le salon du club privé offrait cette atmosphère particulière, où le confort se mêle à la retenue. Les lambris sombres, les fauteuils profonds, et le murmure discret du service imposaient un calme presque cérémoniel. Chacun des invités avait pris place, non sans un regard furtif vers ses voisins. Certains croisaient les jambes avec une assurance feinte. D'autres se tenaient immobiles, les mains jointes, comme pour ne pas trahir d'impatience. Je sentais, dans cette immobilité, une tension plus dense que la simple curiosité. C'était le genre d'endroit où les vérités se disent rarement à voix haute, et où leur énoncé prend d'autant plus de poids. Je pris la parole sans hausser le ton, consciente que l'attention m'était déjà acquise. J'annonçai que j'avais désormais une vision d'ensemble des événements, et que les pièces éparses du puzzle avaient trouvé leur place. Mon ton était mesuré, presque amical, mais chaque mot avait été choisi pour retenir les regards et, si possible, faire naître un premier frisson d'inquiétude. Je savais que l'on écoute différemment lorsque l'on se sait observé. Ce n'était pas l'assurance d'une conclusion définitive, mais la promesse qu'aucun détail n'avait échappé à mon attention. Je commençais à dérouler le fil, reprenant chaque déclaration faite depuis le début de l'affaire. Les versions s'étaient souvent contredites, parfois sur des points insignifiants, mais ces incohérences mineures avaient fini par former une trame claire. Je rappelais des faits que certains pensaient oublier, des gestes que d'autres jugeaient trop petits pour compter. Les visages restaient impassibles, mais je voyais, dans les yeux de quelques-uns, le reflet d'un souvenir qu'ils auraient préféré taire. La vérité, parfois, ne tient qu'à un mot mal placé. J'évoquai ensuite le billet pour Dieppe, que l'on avait brandi comme preuve d'une fuite précipitée à l'étranger. L'objet, dis-je, n'avait jamais été utilisé et ne constituait qu'une façade soigneusement dressée. Le choix de ce port, proche et discret, n'était pas un hasard. Il donnait corps à une histoire crédible tout en éloignant les regards du véritable but. Ceux qui avaient imaginé cette mise en scène savaient qu'un indice trop clair est parfois le meilleur moyen de tromper. Je révélai alors ce qui liait réellement les acteurs de cette affaire. Un détournement d'argent, habile et discret, que la veuve avait découvert. Loin d'être la proie passive que l'on voulait décrire, elle avait pris des mesures pour se mettre à l'abri. Ce projet de repli n'était pas motivé par la peur seule, mais par la volonté de couper court à toute pression exercée sur elle. Les regards se firent plus fixes, comme si chacun cherchait à deviner jusqu'où j'étais prête à aller. Je précisais que la manœuvre ne visait pas seulement à sauver sa propre situation. Un ami fidèle, impliqué à son insu dans cette affaire, se trouvait menacé par les mêmes personnes. La fausse fuite, loin de l'abandonner, avait été conçue pour le protéger, pour détourner l'attention et permettre à cet homme de se dégager d'une accusation injuste. Ce geste, plus altruiste qu'il n'y paraissait, ajoutait une dimension morale à toute l'affaire. Le silence, à ce stade, était presque palpable. Je laissai passer un bref instant, avant d'annoncer que je savais où se trouvait la veuve. Le lieu, expliquai-je,
avait été choisi avec soin, suffisamment isolé pour garantir sa sécurité, mais pas si éloigné qu'elle en perde le fil des événements. C'était un endroit qui lui était familier, porteur de souvenirs anciens, et où elle savait pouvoir compter sur une loyauté à toute épreuve. Je n'ajoutais rien de plus. L'effet n'était pas dans la précision, mais dans la certitude que désormais, plus rien n'échapperait à mon regard. Lorsqu'elle franchit le seuil, un murmure discret parcourut la pièce. La veuve était là, pâle certes, mais debout, ses mains croisées devant elle avec cette retenue qui en disait plus long que n'importe quelle déclaration. Aucun signe de blessure, sinon cette fatigue particulière qui naît d'un long isolement. Les regards se fixèrent sur elle, mi-soulagés, mi-curieux, comme si sa simple apparition exigeait déjà des réponses. Elle ne chercha pas à s'asseoir tout de suite, ni à saluer quiconque. Elle se contenta de nous regarder, l'un après l'autre, comme pour s'assurer que chaque présence, ici, était bien réelle. Ce n'était pas le visage d'une femme qui rentre d'un voyage, mais celui d'une personne qui, malgré elle, a vu les ombres se rapprocher. Elle prit enfin place, ajustant d'un geste lent le pli de sa jupe, puis parla d'une voix calme, dépourvue de toute emphase. Sa disparition n'avait pas été un caprice, mais une nécessité. Elle évoqua la peur qui, jour après jour, avait gagné du terrain. La certitude que rester aurait été plus dangereux que partir. Les précautions qu'elle avait prises semblaient minutieuses. Ne laisser aucune trace, éviter les lieux où l'on pourrait croiser une connaissance, ne jamais écrire. Elle parla aussi de cet ami qu'elle voulait protéger, comme si sa sécurité dépendait de son absence à elle. Il y avait, dans son récit, une simplicité désarmante, et pourtant, chaque mot pesait comme une pierre sur l'atmosphère déjà lourde de la pièce. À mesure qu'elle poursuivait, les lignes de l'affaire se dessinaient avec plus de netteté. Il y avait l'avidité, celle qui pousse certains à tout risquer pour un gain matériel, fût-il dérisoire. Il y avait la peur, celle qui ferme la bouche des témoins et rend muets ceux qui savent. Et il y avait, plus insidieux encore, cet orgueil blessé qui refuse l'humiliation et cherche à reprendre le dessus, quitte à précipiter les choses vers l'irréparable. Chacun, dans cette histoire, avait agi par instinct, mais ces instincts, juxtaposés, formaient une mécanique implacable. Elle parlait sans colère, comme si les sentiments, eux aussi, avaient dû être mis à l'abri. En retrait, je laissais les mots couler, attentive non seulement à ce qui était dit, mais à ceux qui se trahissaient malgré tout. Les visages, même les plus impassibles, finissent toujours par livrer un fragment de vérité. Une paupière qui tressaille, un coin de bouche qui s'affaisse, un regard qui s'évade au moment précis où il devrait se fixer. Je relevais ces minuscules défaillances comme on note des indices sur un carnet invisible. Chacune confirmait ce que j'avais deviné. Les motivations, si habilement cachées, avaient laissé leur empreinte sur les traits de ceux qui les portaient. De retour dans mon village, je retrouvais la quiétude apparente des ruelles familières. Le soir, en prenant le thé chez madame Bartlett, je fis allusion à l'affaire, mais seulement par touches légères. Je comparais la tension vécue à cette vieille querelle de clôture qui, il y a des années, avait opposé deux voisins. Une simple dispute sur la largeur d'un passage qui, par orgueil, s'était transformée en un conflit de longue haleine. Miss Bartlett hocha la tête, comprenant sans que je nomme personne. Les petites communautés ont cela de particulier. Les histoires se ressemblent, qu'elles concernent une haie ou une somme d'argent, car ce sont toujours les mêmes passions qui les nourrissent. Quelques jours plus tard, alors que le village avait repris son rythme immuable, une enveloppe
parvint à la poste. Pas de nom d'expéditeur, seulement mon adresse écrite d'une main ferme mais inconnue. À l'intérieur, une feuille unique, pliée en deux, ne contenant qu'une phrase. Ce que vous croyez terminé ne l'est pas. Aucun signe, aucune initiale. J'eus un léger sourire, non par amusement, mais parce que ce genre de message ne surprend jamais vraiment ceux qui savent observer. La tranquillité, pensai-je, n'est qu'une surface fragile. Sous elle, les remous continuent, invisibles, jusqu'au moment où ils choisissent de reparaître. Ainsi se referme ce chapitre où prudence et loyauté se sont mêlées aux ombres du mensonge. La vérité a trouvé sa place, mais non sans laisser derrière elle un parfum d'inachevé, comme si certaines questions préféraient demeurer sans réponse. Faut-il toujours révéler ce que l'on sait, ou parfois protéger le silence pour préserver une paix fragile? Dites-le-moi en commentaire. Si ce récit vous a touché, je vous invite à l'aimer, à le partager autour de vous et à vous abonner pour découvrir d'autres mystères. Car, dans chaque village, sommeille une histoire que l'on n'a pas encore racontée.